Bonsoir et bienvenue dans la bande. J-4 avant le référendum, l'échéance arrive à grands pas. Certains sont sûrs de leur choix, d'autres pas encore. Ce soir, je reçois le député et leader de Calédonie Ensemble, Philippe Gomes. Bilan de cette campagne, questions d'actualité et l'après-référendum. Je le rejoins de suite. Philippe Gomes, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à 4 jours du référendum. Vous êtes satisfait de la campagne que vous avez menée ? Je vais vous dire oui, parce qu'on s'est beaucoup démené sur le terrain pendant 7 mois. On a tenu pas moins de 129 réunions partout dans le pays, sur la Grande Terre comme sur les îles, au fin fond des vallées, mais aussi dans les tribunes, une trentaine de réunions dans les tribunes. On est la seule formation non indépendantiste à avoir fait ce travail-là. C'est un travail important parce que, bien sûr, dans la majeure partie des tribus, on vote très souvent pour le oui à Kanaki, et ça a permis des échanges qui étaient extrêmement productifs et enrichissants pour nous à Calédonie Ensemble. Et puis j'espère qu'on a ouvert la réflexion aussi d'un certain nombre qui étaient convaincus que l'indépendance était une bonne solution et peut-être après notre passage, ils se sont posés quelques nouvelles questions. Et puis on est aussi beaucoup intervenu en termes d'explications écrites, cette fois-ci, à l'égard de la population calédonienne. On a édité plusieurs brochures, 4 au total, mais dont 2 qui ont été diffusées à 70 000 exemplaires. Vous savez, c'est le travail du groupe de dialogue, la charte des valeurs et le bilan politique partagé qu'on a signé avec les indépendantistes et qu'on a souhaité faire partager à tous les Calédoniens, parce que ce travail-là, il dit que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. C'est important, parce que le 4 novembre, on va se diviser. Et puis aussi une brochure pédagogique qui met en perspective notre projet pour l'après-référendum. Donc voilà, on a labouré le terrain, véritablement. Vous avez vu comme moi qu'il y en a d'autres qui se sont contentés de labourer les plateaux de télévision, mais nous, on a été véritablement au contact des Calédoniens partout dans le pays. C'était important, c'est une date historique, c'est une campagne historique. Il fallait vraiment mouiller la chemise pour aller expliquer les choses. Vous l'avez dit, 7 mois de campagne, 129 rencontres dans l'ensemble du pays. Est-ce qu'il y a une différence entre les réactions et questionnements des personnes rencontrées au début et à la fin de cette campagne ? Non, mais il y a quelque chose de particulier. C'est qu'on nous a beaucoup interrogés sur qu'est-ce qui se passe si c'est oui. Qu'est-ce qui se passe si c'est oui? On nous a peu interrogé sur qu'est-ce qui se passe si c'est non, c'est qu'est-ce qui se passe si c'est oui. Et les préoccupations de ceux qui posent cette question, elles sont extrêmement concrètes. Qu'est-ce qui se passe si c'est oui en matière d'ordre public, de police, de gendarmerie, de justice? Qu'est-ce qui se passe si c'est oui en matière de retraite, de salaire, de couverture sociale, de santé? Qu'est-ce qui se passe si c'est oui pour la protection de nos frontières? Beaucoup nous ont parlé, notamment dans le nord, des Blue Bots. Voilà, c'est des choses très très concrètes sur lesquelles on nous a interrogés tout au long de cette campagne. Vous pouvez en conclure que la campagne du FLNKS n'a pas été... c'est vous qui concluez ça, mais bon, je vais aller dans votre sens, je crois, hein, enfin, sans porter une critique excessive, avec tout le respect que je dois à ceux qui défendent cette conviction, qui est une conviction légitime dans notre pays, qui a ses racines dans l'histoire du pays, dans le peuplement du pays. Mais au total, je crois que le FLNKS a insuffisamment révisé son logiciel des années 80. C'est-à-dire, d'une part, il a peu tenu compte du chemin accompli, l'identité kanak, qui aujourd'hui est pleinement intégrée dans la vie institutionnelle, coutumière, éducative de notre pays, insuffisamment intégré la gouvernance. Aujourd'hui, on se gouverne nous-mêmes, alors qu'il y a 30 ans de ça, on était gouverné à 22 000, alors qu'il y a 30 ans de ça, on avait un gouverneur et pas de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Insuffisamment intégré les résultats du rééquilibrage. Dans le Nord, et 0 lycée. Aujourd'hui, il y en a 5. La route goudronnée, elle s'arrêtait à Bois, et aujourd'hui, elle fait le tour. La moindre tribu a sa route goudronnée, il y a la Koneti-Waka. Enfin, insuffisamment intégré le chemin parcouru. Donc ça me semble la première faiblesse du projet du FLNKS. Et puis la deuxième faiblesse, c'est un projet qui est toujours basé sur des grands principes. Alors certes, les grands principes, c'est important dans un projet politique, mais il y a aussi la vie concrète. Et là, la vie concrète, c'était un peu le saut dans le vide en termes de réponse du FLNKS sur le sujet. Je crois que s'ils ont peu convaincu ou insuffisamment convaincu, on le saura le 4 novembre, c'est principalement à cause d'un projet insuffisamment construit dans le domaine des réponses concrètes à la vie dans Kanaki, parce que ce qui intéresse les Calédoniens, tous les Calédoniens, y compris ceux qui votent Kanaki, c'est comment ça se passe le 5 novembre. On peut voir quand même sur les réseaux sociaux de nombreux messages de soutien, les gens de partout qui affichent les couleurs du FLNKS. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un basculement? Non, il n'y aura pas de basculement. Enfin, c'est pas, comment dire, ce n'est pas de ma part
une forfanterie, ce n'est pas être prétentieux que de dire ça. C'est basé sur deux choses. La première chose, c'est que même dans le cadre d'élections provinciales classiques, traditionnelles, 60% des voix se portent sur des listes non indépendantistes et 40% sur des listes indépendantistes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre être de sensibilité indépendantiste, parce que ça correspond à un combat, à une philosophie, à une lutte, au respect des anciens, à toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est un vote indépendantiste. Mais voter pour que son pays devienne un État indépendant, c'est-à-dire considérer que ton pays a la capacité à devenir un État indépendant, c'est autre chose. Et beaucoup d'indépendantistes qui votent indépendantistes au provincial, soit s'abstiendront, soit voteront non à l'indépendance, parce qu'ils considèrent, et on nous l'a beaucoup dit dans les tribus, que leur pays n'est pas prêt. Donc ils sont indépendantistes, mais ils disent, le 4 novembre 2018, c'est pas là qu'on peut faire le grand saut, on n'a pas encore accompli un chemin suffisant. On va parler d'un public visé, la jeunesse. Hier soir, vous étiez au meeting de clôture, c'était le meeting de clôture pour Nouméa et l'Aglo. C'était à l'UNC, j'y étais. Je n'ai pas vu beaucoup de jeunes, à part les jeunes du parti. Vous n'avez pas réussi à convaincre la jeunesse? Vous savez, dans les meetings du FLNKS, j'ai pas vu beaucoup de jeunes non plus. Hein. Dans les autres meetings non plus. Je crois que, de manière générale, la jeunesse, comme toutes les jeunesses du monde, hein, elle est assez peu impliquée dans la vie citoyenne de son pays. Mais par contre, on a organisé des réunions qui leur sont dédiées. J'en ai fait une très dernièrement, autour de Magenta, en bas. Voilà, il y avait une quarantaine de jeunes de toute sensibilité, principalement Kanak, avec lesquels on a échangé pendant 3 heures. J'étais accompagné par Gérard Poadja, Hélène Yekawé, Dominique Mollet et d'autres. Et c'est, je crois, dans des espaces qui leur sont davantage réservés que cette jeunesse a une capacité à s'exprimer. On a fait à Calédonie ensemble ce qu'on appelle des speed meetings, où dans un lieu un peu connu de Nouméa, on rassemble des jeunes pour échanger sur des sujets qui les concernent. Donc voilà, ils ont toujours un peu de mal, me semble-t-il, à venir intégrer des grandes manifestations plus militantes dans lesquelles, c'est vrai, les générations plus matures sont davantage représentées. Mais au total, moi j'ai confiance dans la jeunesse de mon pays, je le dis, parce que souvent on parle de jeunesse et délinquance et jeunesse, on a l'impression que ça fait un couple infernal et qu'on peut parler que de la jeunesse comme ça. C'est faux. Une jeunesse formidable existe dans notre pays, elle triomphe sur les terrains de sport, à l'occasion des Jeux du Pacifique, c'est la Calédonie qui gagne dans la quasi-totalité des cas. Elle triomphe dans les universités, rappelons qu'on a 3000 jeunes à l'université de la Nouvelle-Calédonie, et autant dans les universités métropolitaines. Et donc, non, la jeunesse de notre pays, elle est remarquable, et on devrait davantage la valoriser que systématiquement l'associer à une délinquance qui ne concerne au total qu'une minorité. Mais vous savez, vous êtes dans les médias, sur le train qui n'arrive pas à l'heure dont on parle. Celui qui arrive à l'heure, on n'en parle pas, c'est regrettable, il faut en parler davantage. Alors toujours dans ce meeting de clôture, Philippe Michel a dit que vous avez mené une campagne différente des autres partis du Nord. Pourtant, vous prenez le Nord, ils prennent le Nord, le message est le même. Oui, non, mais non, justement, le message n'est pas le même. Le message n'est pas le même. D'abord parce que la pensée des autres partis non indépendantistes, elle se limite à 3 lettres. N-O-N, non. Voilà, ils ont tout dit, le commencement et la fin en disant non. Nous, on a bâti un projet qu'on a décliné. J'ai rédigé un ouvrage là-dessus, on a diffusé des brochures dont je vous ai parlé. Ce projet, c'était d'abord, avant le référendum, dire ce qui nous rassemble entre Calédoniens, les valeurs qui nous rassemblent. Et ce projet, on l'a bâti avec les indépendantistes. On l'a signé avec les indépendantistes. Tous les autres ont déserté la table du dialogue. Nous, on est restés, on a été jusqu'au bout de ce projet-là. Ensuite, bien sûr, le 4 novembre, on vote non. On va mettre le même bulletin, non, N-O-N. Mais après le 4 novembre, on a développé un projet pour poursuivre l'émancipation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Donc non, c'était un nom qui s'inscrit dans un projet global et pas un nom tout sec, tout petit, comme ça, dans un coin. Et puis la deuxième chose, c'est que notre nom, il est respectueux de ceux qui votent oui. Notre nom, il est respectueux de ceux qui votent oui. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce que l'arithmétique électorale dans notre pays, c'est une chose, effectivement, 7 Calédoniens sur 10 voteront contre l'indépendance le 4 novembre prochain. Mais l'arithmétique électorale, ça n'est qu'un fait politique. Ça n'est pas une solution politique. Parce qu'à côté de cette arithmétique électorale, il y a un autre fait politique. C'est que la majorité des indépendantistes sont Kanak. Et la majorité des non-indépendantistes sont non-Kanak. C'est pour ça que la solution n'a pas été celle d'une arithmétique électorale dans notre pays, mais la solution, ça a été le dialogue et le consensus des accords de Matignon et le consensus de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire des solutions politiques qui permettent à la majorité et à la minorité de trouver ensemble des points d'équilibre. C'est comme ça que notre histoire s'est écrite dans la paix. Et si on veut que la paix et le vivre ensemble continuent à se développer, il faut que notre histoire continue à s'écrire par le dialogue et par le consensus. Justement, vous parlez de paix et de dialogue. Du côté des indépendantistes, la campagne, elle a été
faite de manière uniforme, voilà, on va dire comme ça. Du côté des partisans du non, la scission, elle est plus palpable. Ce n'est pas en contradiction avec ce que vous prônez, que prône Calédonie Ensemble, la paix et le dialogue, alors qu'entre vous, partisans du non, vous ne vous entendez même pas pendant cette période cruciale. Ça ne rassure pas pour l'après-référendum. Oui, mais c'est mon honneur de ne pas m'entendre avec eux quand ils quittent la table du dialogue. Comme ils partent, je dois partir avec eux. Mais quel sens ça a par rapport à l'histoire du pays? On n'a tiré aucun enseignement. On n'a pas dialogué pendant des années. Ça finit par les événements, ça finit par OVA. On veut recommencer. On ne tire pas les enseignements de l'histoire. Nous, Calédonie Ensemble, on a tiré les enseignements de l'histoire. On ne peut pas parler de paix comme ils le font et pas parler de dialogue. La paix, elle n'est pas immanente. Elle ne va pas nous tomber dessus comme ça sans qu'on fasse rien. La paix, elle est le résultat d'un processus, elle est le résultat d'un engagement, elle est le résultat d'une méthode. Et cette méthode, c'est le dialogue. Or, dialogue, point de salut. Dans notre pays, disait Jacques Lafleur, auquel je fais souvent référence, il n'y a que le dialogue qui vaille. Et donc nous, on est dans cette ligne-là. Le dialogue, ça ne veut pas dire adhérer aux convictions de l'autre. Parce que vous avez vu que les partis non indépendantistes ont parfois diabolisé ce dialogue. Non. Le dialogue, c'est défendre tes convictions, défendre et écouter, faire en sorte que l'autre écoute tes convictions et toi-même écouter celles de l'autre. Et au fur et à mesure, par l'échange, comme on l'a fait avec la Charte des valeurs, comme on l'a fait avec le bilan politique partagé, comme on l'a fait avec l'accord de Nouméa quand il a été signé, comme Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou l'ont fait avec les accords de Matignon, trouver les équilibres nécessaires pour que dans le respect des convictions de chacun, on continue à construire le vivre ensemble et la paix. C'est la ligne de Calédonie Ensemble. Donc oui, il y en a un certain nombre qui se sont radicalisés chez les non-indépendantistes. Ben nous, on n'a pas vocation à se radicaliser. Nous, le soir même du scrutin, on tend la main. On tend la main aux indépendantistes. Parce que notre pays ne peut pas se construire en humiliant la moitié de la population. Ça n'est pas possible. On va poursuivre toujours avec la campagne. Alors ça, c'est un avis personnel. Allez-y. Mais c'est une campagne où on vous a peu vu en avant, en tout cas, contrairement à ce dont on a l'habitude. Vous vous êtes mis en retrait pour une raison? On vous l'a suggéré? Non, on ne me l'a pas suggéré. Vous savez, on décide collégialement à Calédonie Ensemble. C'est une sorte de gouvernement, mais avec une seule sensibilité, donc c'est plus facile, mais chacun exprime son opinion. Moi, je crois que cette campagne a été pour nous l'occasion de mettre en avant les nouveaux talents de Calédonie Ensemble, de commencer à passer le relais à une nouvelle génération. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis élu. Donc, je ne vais pas dire que j'ai fait mon temps. En tout cas, j'ai fait un travail dont je suis fier, au service de mon pays, au service de la commune de Lafaux, au service de la province sud, à une époque au service du gouvernement, aujourd'hui en portant la voix de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Mais il faut préparer de nouvelles pousses. Et pour les préparer, vous savez, si on les laisse dans un tiroir, elles ne vont pas pousser. Il faut les mettre au soleil, il faut les mettre à l'air libre, il faut leur permettre de donner leur potentiel. C'est ce qu'on a fait avec Nicolas Metzdorf, c'est ce qu'on a fait avec Annika Aizé, c'est ce qu'on a fait avec Nina Julier, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'autres de Calédonie Ensemble pour leur faire prendre le soleil et montrer que chez nous, il y a une nouvelle génération qui demain pourra prendre la conduite des opérations à l'échelle de notre mouvement. C'est important, hein. La jeunesse, ce n'est pas uniquement un thème de discours ou de campagne électorale, c'est aussi quelque chose auquel on doit donner sa chance dans les formations politiques. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Nous, on essaye de le faire. Alors, par contre, on vous a beaucoup lu et vu, entendu sur les médias en France ces derniers temps. En ce moment, il y a de nombreux journalistes venus de France notamment. Notre journaliste a suivi une journaliste France Inter à Pointe-d'A. Regardez. Vous voulez le tapis rouge? Même tout le monde ne bouge pas parce qu'ils disent « Oh, puis il arrive chez lui. » À l'arrivée de Philippe Gomez à la tribu de Pointe-d'A, Mathilde, journaliste pour France Inter, prépare son micro. Elle se rend vite compte que ce n'est pas le moment. Ici, on se dit bonjour et on discute d'abord. Ça se passe bien depuis que vous êtes arrivé? Très bien, Pas très trop bien. de difficultés à se... Non, on dort peu, mais c'est pas grave. Vous avez vu, c'est un drôle de vie avec la métropole. Ah oui, alors on est en décalage complet, mais on n'a pas à intervenir, donc on va laisser les choses se dérouler. Du coup, c'est Laurent essentiellement qui va prendre le son. Celui qui est là, il voit ce qu'on fait tous les jours. Il est certainement fier de nous. Mais je n'oublie pas qu'il y a eux aussi qui sont ici. Ils sont ici à la tribu. Voilà un petit geste pour te dire merci beaucoup. On va le faire aussi. Bien. Faut qu'on fasse la coutume du coup. Chacun prend un temps pour respecter les morts, mais aussi entrer en discussion avec l'autre.
Et je trouve que c'est important, voilà. Peut-être que j'ai pas bien compris ce que c'était que la coutume. Oui, mettre en bas. J'avais pas pensé qu'on allait faire ça. C'est pas grave. Faut juste... Hein? Oui, oui, ça va être chez toi. Voilà. Moi, je veux pas continuer à tout avec eux. Comme maintenant on va faire notre réunion, avant de la faire, faire le geste coutumier. Le geste est une manière de dire aux gens de l'endroit, on sait que c'est vous qui êtes ici. C'est vous qui avez autorité sur cette terre. C'est vous qui permettez aux gens de venir ou pas. C'est un élément majeur de la culture et de la civilisation du Côte-Calais. Depuis 3000 ans. Finalement, les journalistes ont donné un bout de tissu à Philippe Gomez pour la coutume, qui s'exprimera à leur place. Radio, télévision, qui viennent ici pour suivre ce qui va se passer le 4 novembre. Puisque c'est un moment très important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans l'histoire de la France. Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on maintient le lien avec la France ou est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on reste dans la République ou est-ce qu'on en sort? Donc voilà pourquoi les médias viennent prendre le pouls des Calédoniens. Donc je vous demande de bien vouloir les accueillir avec nous, de bien vouloir les autoriser à filmer, à échanger, à capter les paroles. On n'est pas du tout dans des trucs limités, on parle, on fait des coutumes, on boit un coup de café, on boit un coup de thé, et puis après on va s'installer, démarrer la réunion. Vous voyez, j'ai expliqué le truc, non mais c'est pas des meetings millimétrés, On est là pour ça. c'est autre chose, c'est un autre, voilà. Ah mais on est là pour ça. Donc ne soyez pas trop pressés. Voilà. Ce que je retiens, c'est que voilà, la parole circule. Ça c'est bien. Nous, on va garder, de toute manière, notre travail, ça va être de garder quelques extraits pour montrer, notamment en métropole, comment s'est passé l'échange. Jusqu'au référendum, l'équipe de France Inter se laissera guider par l'actualité. Il devrait repartir autour du 7 novembre, sauf Mathilde qui compte bien rester plus longtemps pour apprécier l'île. C'est quoi votre relation avec la presse nationale? C'est une relation que j'ai construite depuis que j'ai été élu député en 2012. Il me semblait important, à l'échelle de l'Hexagone, qu'on puisse porter le message de Calédonie ensemble. Et c'est une relation qui s'est construite plus fortement, bien sûr, cette dernière année, parce que la perspective du référendum a conduit un certain nombre de médias nationaux à s'intéresser davantage à notre archipel. Je crois que c'est indispensable que la presse nationale relate la réalité de ce qui se passe dans notre pays. On a connu des époques où on avait une presse nationale beaucoup plus engagée pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, comme la classe politique de l'époque, de droite et de gauche, était beaucoup plus engagée dans le débat politique local. C'était notamment les années 80. Tout ça, ça s'est mal terminé pour notre pays. Dès lors que notre pays fait l'objet d'une instrumentalisation de politique intérieure à l'échelle nationale ou au plan médiatique, cette instrumentalisation s'est terminée pour une part à l'époque de la gauche par les événements et pour une autre part, quand Jacques Chirac a pris le pouvoir en 1986, par la grotte d'Ouvéa. Donc évitons l'instrumentalisation politico-médiatique nationale. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé important de porter ce message auprès de la presse nationale. Et puis bon, comme je suis à Paris, c'est plus facile pour moi que d'autres qui sont ici. Une question d'actualité. Le Premier ministre a annoncé sa venue en Calédonie en réponse à une question de Philippe Noyer. Il a déclaré venir pour rencontrer l'ensemble des forces politiques, pour discuter de leur analyse des résultats de la veille et pour évoquer avec eux les conditions de l'après 4 novembre. Qu'allez-vous lui suggérer? Je vais lui suggérer, que l'État soit acteur. L'État, il est signataire des accords, ce n'est pas un greffier des accords. Et donc, il doit prendre un certain nombre d'initiatives, et le fait qu'il vienne le lendemain du référendum est déjà une initiative importante. C'est un beau geste de reconnaissance de la République à l'égard de notre archipel. Je vais lui suggérer de nourrir le dialogue avec les formations politiques pour essayer de sentir un petit peu mieux les choses au lendemain du scrutin. Et puis surtout, qu'une initiative de rassemblement de ces forces politiques dans le cadre d'un comité des signataires ou d'une réunion à format identique puisse être organisée avant la fin de l'année. Il ne faut pas nous laisser tout seuls entre Calédoniens avec ce résultat. Voilà. Quand vous dites acteur, c'est prendre position?
Acteur, non, c'est pas prendre position pour ou contre l'indépendance. L'impartialité de l'État sur le dispositif est quelque chose d'indispensable. Et nous, on a toujours milité voilà, que l'État ne se prononce pas, et le Premier ministre l'a encore rappelé. Non, acteur, c'est participer au processus, prendre des initiatives sur le processus, comme il l'a fait à un certain nombre de reprises au cours de l'histoire. Je vais donner un exemple. Fillon, en 2010, à l'occasion d'un comité des signataires, alors que les partis non indépendantistes ne voulaient pas bouger sur la question des transferts de compétences, a dit qu'il faut appliquer l'accord de Nouméa. Les transferts de compétences sont le moteur de l'accord de Nouméa. Donc l'État, à ce moment-là, par exemple, concrètement, a pris une initiative pour faire avancer les choses. Il est signataire, il a une responsabilité, l'État, dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Et vous savez, le comité des signataires, il est prévu pourquoi ? Dans l'accord de Nouméa, il est dit que ce comité a vocation, chaque année, à faire le point sur l'état d'avancement, l'état de mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Donc c'est indispensable que le Premier ministre prenne de nouvelles initiatives, je dirais encore plus au lendemain du référendum, parce qu'on arrive dans les derniers mètres de l'accord, et je crois que l'État doit donner un cap et contribuer à faire en sorte qu'on continue à vivre ensemble et en paix. Hein, et c'est pas en restant statique ou en régressant qu'on va vivre ensemble et en paix, c'est en avançant. Hier, le sénateur et président du Rassemblement a annoncé qu'en cas de non massif, il déposerait une proposition de loi constitutionnelle au Sénat pour annuler le deuxième et troisième référendum. Vous en pensez quoi ? C'est une mauvaise réponse, une réponse électoraliste à un vrai problème. Nous avions indiqué dès notre congrès de Nambéa, en juin 2013, qu'au lieu de 3 référendums d'opposition frontale, il nous fallait un seul référendum éclairé et de paix. C'était le message de Calédonie Ensemble à l'époque, il y a 5 années de ça. Donc pourquoi c'est un vrai problème, ces 3 référendums ? Parce qu'on va rentrer dans un tunnel de tension politique où on va demander aux Calédoniens en 2020 et en 2022 s'ils veulent ou pas sortir de la République, alors qu'ils l'auront dit clairement le 4 novembre 2018. Et les Calédoniens, ce ne sont pas des girouettes. Ils ne vont pas en 2 années changer leur vote par rapport au vote qu'ils ont effectué. Vous êtes d'accord d'annuler ces... Non, justement, moi je dis depuis l'origine que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté, parce que ce tunnel politique se traduira aussi par une détérioration de notre activité économique. Il y aura moins de consommation des ménages, moins d'investissement des entreprises. Donc, pour nous, la question depuis l'origine, c'est comment éviter ce deuxième et ce troisième référendum. Comment amener les indépendantistes à évoluer sur la question, puisqu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut absolument un deuxième, il faut absolument un troisième. Donc, c'est un vrai problème. Mais la réponse apportée par Pierre Frogier est une mauvaise réponse. C'est la réponse des années 80. La réponse des années 80, le logiciel des années 80. De manière unilatérale, on décide, avec le soutien de partis nationaux, éventuellement, de modifier l'accord de Nouméa. Mais qui peut croire ça ? Sa proposition de loi constitutionnelle, elle restera dans un tiroir au Sénat dont elle ne sortira pas. Pourquoi ? Parce que depuis les années 80, on a changé. On a changé, et désormais, c'est plus de manière unilatérale qu'on fait avancer dans notre pays. C'était un désastre. C'est par le consensus et par le dialogue. C'est les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Donc l'accord de Nouméa sur le deuxième et troisième référendum, il peut évoluer, à la condition qu'on trouve avec les indépendantistes le consensus nécessaire pour le faire évoluer. Mais justement, les indépendantistes, ils y tiennent à ce deuxième et troisième référendum. Oui, ils y tiennent. Aujourd'hui, ils disent... Vous pensez qu'ils vont vous suivre ? Non, je ne dis pas qu'ils vont me suivre. Je dis simplement que la méthode pour tenter d'éviter ce deuxième et ce troisième, parce que c'est l'intérêt général du pays, et qu'à mon sens, les indépendantistes, ils sont comme tous les Calédoniens, ils sont sensibles à l'intérêt général du pays. Ils veulent aussi construire un pays, même s'ils défendent une conviction qui n'est pas la nôtre. Moi, je crois que les indépendantistes, si on veut les faire évoluer, si on veut pouvoir construire une Nouvelle-Calédonie qui évite ce deuxième et ce troisième référendum, c'est par le consensus qu'on y arrivera. Et le consensus que je cherche à trouver, que nous cherchons à Calédonie Ensemble à trouver avec les indépendantistes, c'est un consensus qui ne se limite pas juste à on supprime le deuxième et troisième, parce que quel est leur intérêt pour qu'ils aillent dans cette direction-là ? Le consensus qu'on doit trouver, c'est sur une nouvelle organisation politique, puisque de toute façon l'accord de Nouméa est transitoire. Donc il a vocation à se terminer, une nouvelle organisation politique qui nous permette de renforcer, d'accroître notre émancipation politique au sein de la République, puisque le 4 novembre, la question de la République aura été tranchée. C'est notamment tout ce qu'on défend, vous savez, sur la calédonisation des administrations régaliennes, plus de juges, plus de greffiers, plus de militaires et de gendarmes calédoniens. C'est ce qu'on défend sur les souverainetés utiles, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté économique. Tout ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie peut continuer à se développer, à se décoloniser, même si le 4 novembre, ça a été au sein de la République, dans le vaste espace de liberté que la République nous a réservé. Donc, la proposition, je dépose une loi, je vais modifier l'accord de Nouméa,
mon œil, c'est juste dans la perspective des provinciales de mai 2019, une petite soupe électoraliste qui est vendue. La réalité, on peut faire évoluer les choses, mais ce sera ensemble, dans le cadre d'un dialogue et avec des consensus. Autrement, rien n'évoluera. Dernière chose que je souhaite dire sur le sujet. La meilleure manière de faire en sorte qu'on ait ce deuxième et ce troisième référendum, c'est se comporter comme Pierre Frogier d'un côté et Sonia Backès de l'autre se comportent. C'est-à-dire mettre les indépendantistes dos au mur. Plus on mettra les indépendantistes dos au mur, moins on leur laissera le choix. Et plus on ira vers un deuxième et un troisième référendum. Donc il faut respecter leur combat, respecter leurs convictions et essayer de faire évoluer avec eux cette sortie de l'accord de Nouméa qui sera mortifère au plan politique et au plan économique si ce deuxième et ce troisième référendum sont organisés. Je parlais tout à l'heure des médias hexagonaux qui ont réalisé pas mal d'articles au sujet sur le référendum, articles publiés sur les réseaux sociaux. Et j'ai été curieuse de lire les réactions de ces internautes qui vivent en France. Et pour la majorité, elles sont très agressives. Oui. En gros, quand on leur donne l'indépendance, ça nous fera des économies. Ce qui est dit. Pourquoi vouloir rester dans un pays dont ses habitants ne veulent pas de nous? C'est pas mal votre question. C'est vrai, vous avez raison. Sans aller sur Internet, il y a un sondage qui a été fait par France Télévisions qui indique que 65% des Français sont favorables ou très favorables à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Bon, ben ça c'est le point de vue des métropolitains qui nous voient de très très loin. Vous savez, à 22 000 km, on est tout petit. Ils ne nous voient quasiment pas d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr qu'ils sachent qu'on existe vraiment. Donc pour nous, ce n'est pas le sujet. Nous, on considère que la Nouvelle-Calédonie, elle s'est construite comme elle s'est construite. Et la prise de possession, comme à l'époque, toutes les puissances coloniales prenaient possession des terres dans l'océan, qu'il s'agisse des Espagnols, des Allemands, des Portugais ou des Français. Et puis ensuite, il y a eu cette colonie de peuplement, avec un peuple autochtone et des peuples venus d'ailleurs, d'Asie, d'Océanie, d'Europe, qui constituent aujourd'hui ce peuple calédonien qui est un peuple en émergence. Et tout ça, c'est le résultat de l'histoire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que pensent les Français de l'Hexagone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense le peuple calédonien. Parce que le Français de l'Hexagone, il ne vote pas le 4 novembre. Vous allez voter. Je vais voter. 175 000 Calédoniens vont voter parce qu'ils sont souverains sur leur destin. Et c'est ça, la grande chance des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. C'est de nous avoir rendus souverains sur notre destin. Emmanuel Macron a parlé, quand il est venu ici, de souveraineté dans la souveraineté nationale. Oui, puisqu'on a la capacité soit à sortir de cette souveraineté nationale, soit à y rester. Et le 4 novembre, on va franchir une nouvelle étape de notre histoire avec la France, puisqu'on va passer d'une souveraineté imposée, une souveraineté d'autorité, celle qui est liée à la prise de possession, c'est comme ça qu'aujourd'hui on est terre française, à un nouveau lien de souveraineté. Un lien de souveraineté qui aura été relégitimé parce que le 4 novembre, le peuple calédonien aura majoritairement, démocratiquement choisi de rester au sein de la République. Donc quelque part, on refonde notre lien avec la France. Et nous, à Calédonie Ensemble, on dit cette refondation doit être l'occasion d'une nouvelle étape de nos relations avec la France. Tout à l'heure, vous parlez des Républicains calédoniens et du Rassemblement. Ils visaient les provinciales. Vous avez déclaré aussi que tout se joue entre 2019 et 2024. Mais 2019, c'est les provinciales. Du coup, au mandature du prochain congrès 2019 à 2024, vous n'êtes pas aussi sur les provinciales ? En ce qui me concerne, en tout cas, je n'essaye pas de flatter la radicalité de mon camp, comme vous l'avez constaté. Vous savez, c'est facile de flatter la radicalité. Quand on flatte la radicalité, on parle aux tripes des gens. Ben nous, Calédoniens Ensemble, on refuse de parler aux tripes des gens. Nous, on parle à leur cœur et on parle à leur intelligence. Et on considère que les Calédoniens ont suffisamment de cœur et suffisamment d'intelligence pour laisser les sirènes de la radicalité siffler, mais ne pas y adhérer et continuer à construire un vivre ensemble et la paix. C'est ça qu'on estime. Quant au fait que j'ai dit que c'est entre 2019 et 2024 que les choses vont se jouer, c'est pas parce que je l'ai décidé, c'est parce que l'accord de Nouméa et l'avis récemment rendu par le Conseil d'État dit que 1, c'est pour 20 ans, 2, c'est transitoire, et 3, que le dernier mandat, c'est entre 2019 et 2024. Après 2024, c'est un peu un trou noir au plan juridique et politique sur la manière dont les choses vont s'organiser pour nous. Donc voilà pourquoi il est important que ce nouveau mandat soit le mandat de la nouvelle étape de la construction des relations entre la Nouvelle-Calédonie et la République française. Nouvelle étape qui, pour nous, doit être celle d'une émancipation renforcée, d'une personnalité plus affirmée, d'une identité respectée qui soit celle de notre pays. Vous savez, on défend souvent, nous, l'idée d'une petite nation au sein de la grande.
Qu'est-ce qui nous différencie des indépendantistes? On est tous les deux d'accord, on a un pays. On est tous les deux d'accord, on a un peuple. Le peuple calédonien, on est tous les deux d'accord, on constitue une petite nation par notre histoire, par notre singularité, par nos cultures, par nos langues. Mais eux, ils veulent que tout ça, ça se traduise par un État. Et nous, on dit c'est pas la peine. Tout ça, ça peut s'émanciper, ça peut s'épanouir, ça peut se libérer, ça peut se décoloniser en restant au sein de la République, parce que la République nous donne les moyens de notre souveraineté. Souveraineté et République, ça ne s'oppose pas. Souveraineté et République, ça se conjugue. Exemple, éducation nationale. On décide de tout. On décide de la construction des collèges, des lycées, de recruter les professeurs, d'adapter les programmes, etc. Mais qui nous donne les moyens d'exercer cette responsabilité? C'est la France. 50 milliards de francs CFP chaque année qui irriguent notre pays et qui permettent d'avoir le système éducatif qu'on a. Donc souveraineté calédonienne, elle existe déjà et elle peut s'exercer au sein de la République. On n'a pas besoin de sortir de la République pour l'exercer. C'est ça notre message. Justement, sur les transferts d'argent, sur les chiffres de la France vers la Calédonie, selon les chiffres de l'Élysée, elle est à la baisse, moins 1,9% depuis 2011. Oui. Donc le risque, même si le non l'emporte, ces transferts vont continuer à diminuer. Vous avez prévu quoi dans ces cas-là? C'est pour ça que, donc vous avez raison, la dépendance des transferts, à l'égard des transferts financiers de l'État est en réduction, puisqu'aujourd'hui, ils représentent 15% de notre PIB. Il y a quelques années, c'était 25% de notre PIB, donc on est moins dépendant des transferts financiers de l'État. Mais c'est pour ça que nous, on dit que la vraie souveraineté, ce n'est pas la souveraineté politique extérieure à la République qu'il faut aller chercher. La vraie souveraineté, c'est ce qu'on appelle les souverainetés utiles, la souveraineté économique. La souveraineté économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être moins dépendant de la quasi-mono-industrie du nickel d'une part, être moins dépendant des transferts financiers de l'État d'autre part. On doit aller conquérir notre souveraineté alimentaire. Les pays les plus souverains au XXIe siècle, ce ne sera pas ceux qui ont un siège à l'ONU. Les pays les plus souverains sont ceux qui seront capables de nourrir leur population. Or, aujourd'hui, nous, on nourrit à hauteur de 20% de ce qu'on produit, notre population. Il faut qu'on arrive, comme le plan là, prévu en ce qui concerne la province qui a été partagé avec la Nouvelle-Calédonie, qu'on arrive à au moins produire 50% de ce qu'on consomme. La souveraineté énergétique, on dépend du fioul, du charbon qu'on importe, alors qu'on a l'eau du pays, on a le vent du pays, on a le soleil du pays pour faire de l'énergie renouvelable. Qu'en 2025 ou 2030, on soit capable, avec les énergies renouvelables, d'assumer la totalité de notre distribution publique d'électricité. Voilà des souverainetés qu'on doit conquérir, voilà l'émancipation qui doit se poursuivre, voilà ce qui est utile pour notre peuple, pas d'aller chercher un siège à l'ONU. Ça peut apporter peut-être un certain nombre de choses en matière de lutte par rapport à un combat et des convictions, mais en ce qui concerne le bonheur du peuple, qui doit être l'objectif ultime de l'action politique, je ne crois pas que ça apportera grand-chose. Ce qu'on propose, par contre, ça apportera beaucoup. Ma dernière question, vous serez où le soir du scrutin et qu'allez-vous faire? Deux choses. Première chose, j'irai voter à la fois. Vous savez que j'ai été maire pendant 20 ans et que je suis très attaché à cette commune, aux gens. J'ai tout appris là-bas. Je leur dois beaucoup, parce qu'ils m'ont beaucoup appris sur la vie de notre pays, la vie dans une petite commune de Brousse, la vie entre les vallées et les 4 tribus qui sont dans cette commune. Donc voilà, je serai d'abord à la fois avec mes amis pour accomplir mon devoir civique, bien sûr, et mettre le bulletin non dans l'urne. Et puis ensuite, je serai sur Nouméa, puisque à notre QG, on rassemblera nos militants et nos sympathisants, et on vivra cette soirée électorale, mais on la vivra avec gravité parce que c'est la date la plus importante depuis le 24 septembre 1853. 24 septembre 1853, 4 novembre 2018. C'est un lien de souveraineté qui se reconstruit. Et puis on la vivra avec humilité, parce que notre non, il est respectueux du oui. Il est respectueux de ceux qui votent oui. Et nous, on ne cherche pas à écraser ceux qui votent oui. On cherche à continuer à tisser avec eux la natte qu'on a commencé à tisser depuis 30 ans, et on souhaite la poursuivre après le 4 novembre. Philippe Gomez, merci d'avoir répondu merci à mes questions. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.